Merci de suivre les programmes d'Africa 7. Accueillez avec nous l'invité de la rédaction. Son nom, Abdoulaziz Diop. Il a porté la parole du mouvement du 23 juin qui a apporté sa pierre à cette alternance alternée au Sénégal. Bonjour, Monsieur Diop. Bonjour, Thomas. Alors, d'entrée de jeu, comment est-ce qu'une personne qui a étudié le pétrole, le gaz, l'environnement se retrouve en train de porter la parole d'un mouvement qui contribue à des changements politiques? Alors, merci d'abord de l'invitation. Et là, vous touchez un peu à mon CV. En effet, je suis ingénieur pétrolier. Je suis sorti de l'Institut de pétrole et de gaz de Ploiești en Roumanie depuis 1985. À la suite de quoi, vous imaginez le lien qu'il existe entre l'exploitation pétrolière et la protection de l'environnement. Avant une exploitation pétrolière, d'ailleurs, il est recommandé de faire ce qu'on appelle des études d'impact. Je suis donc allé apprendre l'environnement pour mettre en cohérence la technicité en matière d'exploitation pétrolière et la protection de l'environnement. Donc il y avait une logique dans tout cela. Après, il y a eu les sciences politiques. Alors, à la suite de quoi est intervenu en 2000 ce qu'on appelle l'alternance au Sénégal. L'alternance démocratique pour la première fois. Une alternance démocratique à laquelle, de près ou de loin, nous avons contribué en tant que citoyens, en disant qu'il serait bon que les choses changent au Sénégal au plan politique, économique, social et culturel. 40 ans de parti socialiste ont montré leurs limites. En quoi faisant? En contribuant à l'avènement de l'alternance avec, à sa tête, l'opposition amenée par Abdoulaye Wade, l'ancien président Abdoulaye Wade. Eh bien, l'alternance a mal tourné. Et très tôt d'ailleurs. Je me souviens avoir fait publier dans les colonnes du quotidien Walfadjri une tribune intitulée de l'attentisme de Diouf au sectarisme de Wade, dès le 21 avril 2000, c'est-à-dire moins de 3 semaines après la prestation de serment du président Wade le 3 avril. Donc l'alternance, à mes yeux, tourne mal dès le 21 avril 2000. Et je n'ai de cesse, à partir de cette date, de publier régulièrement des contributions pour l'essentiel dans les colonnes du journal du quotidien Walfadjri. Des contributions qui ont d'ailleurs été rassemblées en... Des contributions qui ont été rassemblées, nous y reviendrons certainement dans l'émission, qui ont été rassemblées dans un recueil intitulé « Nous avons choisi la République ». Le Sénégal faisait cap sur la République depuis l'indépendance, sous le président Senghor, aidé par le président Mamadou Dia, qui était d'ailleurs le président du Conseil et qui avait le pouvoir dans ce premier régime parlementaire. Sous Diouf, nous faisions toujours cap sur la République. Sous Wade, il y a eu véritablement une détérioration de ce que l'on estimait bon pour le Sénégal. Nous avons de cesse de le dénoncer jusqu'à l'apparition de notre recueil de chroniques où 54 chroniques ont été rassemblées sous le titre « Nous avons choisi la République ». Pour en revenir justement à la transition, comment est-ce que l'on passe d'un ingénieur en pétrole et en gaz à une personne qui s'active pour amener des changements démocratiques dans son pays? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Lorsque l'actuel constitutionnaliste, le professeur d'université, constitutionnaliste et professeur également de sciences politiques, Ismaël Madior Fall, a lu mon recueil de chroniques « Nous avons choisi la République ». Comme nous étions déjà amis, il m'a demandé d'aller légitimer ma production intellectuelle, politique, à l'école doctorale régionale africaine de droit et de sciences politiques. C'est pour légitimer une voix dans le champ politique, dans l'analyse politique, que j'ai fait le pas pour aller suivre ma formation à l'école doctorale régionale africaine de droit et de sciences politiques, d'où je suis sorti. Voilà donc comment je suis passé du pétrole à l'environnement, parce que les études d'impact l'exigeaient. L'alternance est survenue, fausse route. Le Sénégal s'est trompé d'hommes. Contribution à travers les quotidiens de la presse, parution d'un recueil de chroniques intitulé « Nous avons choisi la République », légitimation de l'analyse politique au détour de mon passage à l'école doctorale régionale africaine de droit et de sciences politiques. Il y a donc une cohérence de l'ensemble. Alors, justement, on vous a beaucoup vu pendant la pré-campagne et puis pendant la campagne. Vous teniez le micro en général lors de ces manifestations à la place de l'Obélisque, porte-parole du M23.
Et depuis que Macky Sall a accédé à la magistrature suprême, silence radio. Est-ce que vous considérez que le Sénégal de Macky est un paradis pour vos 3 enfants? En réalité, je continue à écrire. Je dois vous dire que j'ai 2 ouvrages en chantier. Le premier ouvrage que j'ai en chantier, c'est le serment et la pratique. Un chantier pour la République. Un président de la République élu au Sénégal prête serment. Il est intéressant de voir si sa pratique au cours des 100 premiers jours est conforme au serment qu'il a prêté. D'où la nécessité de nous arrêter un instant sur le serment et la pratique, un chantier pour la République. Second ouvrage sur lequel je travaille simultanément avec celui-là, le M23, la République et le Sénégal. L'avant et l'après 25 mars, le M23, la République et le Sénégal. S'y ajoute que très récemment, j'ai publié une tribune dans le quotidien Libération. Je continue de contribuer une fois que l'analyse que j'ai faite conforte l'idée d'une contribution qui peut servir. Par conséquent, il n'y a pas de silence radio. S'y ajoute que je ne peux pas prendre la parole tant que je ne suis pas invité. Vous avez bien fait de le faire et je vous en remercie. Et me voici en train de prendre la parole. En train de prendre la parole et donc de parler. On va rentrer peut-être dans des aspects spécifiques. Oui. Bien avant, l'une des critiques que vous aviez faites au régime du PDS, c'était par exemple par rapport au ministre de l'Intérieur. Ça a été souvent évoqué au M23, nous voulons un ministre de l'Intérieur qui n'ait pas d'attache politique. C'est exact. Alors, qu'en est-il de l'actuel ministre? Pourquoi vous ne vous mobilisez pas autant? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que le mouvement du 23 juin n'est pas mort. Certains ont déclaré le mouvement du 23 juin mort, le mouvement du 23 juin n'est pas mort. Le mouvement du 23 juin est plus que jamais debout, plus que jamais adossé au peuple, parce que les Sénégalais veulent que le mouvement persiste et continue à vivre, dans le but, encore une fois, de défendre la Constitution, y compris sous l'actuel régime, la forme républicaine de l'État, pour que plus personne ne puisse toucher à cette forme républicaine de l'État, et la tenue au Sénégal d'élections libres et transparentes sur tous les régimes. Nous y sommes encore dans le mouvement du 23 juin. Nous abandonnerons notre fonction de chargé de la communication que quand cela nous sera demandé ou quand des activités ne seraient plus compatibles avec une charge de porte-parole d'un mouvement citoyen comme le mouvement du 23 juin, politique et citoyen comme le mouvement du 23 juin. Vous avez raison. Du temps d'Abdoulaye Wade, personne n'était content au Sénégal, y compris l'actuel président de la République, Macky Sall, sur le choix d'un ministre coloré, affilié au parti présidentiel. De même que nous n'étions pas d'accord là-dessus, je ne vois pas pourquoi nous serions d'accord aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sortir de la présidentielle, du second tour de l'élection présidentielle du 25 mars, il fallait, y compris dans la précipitation, former un gouvernement pour prendre à bras le corps les attentes des Sénégalais. J'imagine que dans cette foulée-là, il était très difficile de constituer un gouvernement sans couac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous persistons dans la logique d'un ministre de l'Intérieur qui ne soit pas politiquement coloré, capable de garantir au Sénégal la tenue d'élections libres et transparentes, nous ne désespérons pas de voir le président de la République changer d'avis et donc suivre les populations dans leurs demandes. Alors, le terme « couac » est de vous. Quand vous analysez justement ce gouvernement, Abdoul Mbaye, quels sont les couacs, pour reprendre votre mot, que vous identifiez dans la formation? Alors, pour être très honnête, je n'identifie pas de couac dans ce gouvernement. Bien entendu, et ça ne correspond pas à une demande d'Abdelaziz Diop ou bien à une insistance d'Abdelaziz Diop. Mais la formation du gouvernement a fait couler d'encre, beaucoup d'encre, et a fait également couler beaucoup de salive, parce que beaucoup de nos concitoyens estimaient que celles et ceux qui ont mené les batailles étaient plus à même de conduire un gouvernement dans le seul but de répondre efficacement et de manière efficiente aux attentes des Sénégalais au plan politique, au plan économique, au plan social, au plan culturel. C'est le point de vue le plus partagé. Une fois que cela est dit, nous ne perdons pas de vue que la prérogative du président de la République de nommer un Premier ministre pour que ce dernier lui propose un gouvernement, aucun Sénégalais, pour l'instant,
ne peut s'ériger contre cette prérogative-là pour une raison très simple, c'est parce qu'elle est constitutionnelle. Donc on laisse au président ce pouvoir discrétionnaire de nommer son Premier ministre et par ricochet les ministres qui constituent son gouvernement. Vous avez contribué à la rédaction du programme Yonou Yokouté qui a amené Macky Sall à la magistrature suprême. L'une des choses annoncées, c'était 25 ministres. Aujourd'hui, certes, il y a 25 ministres dans ce que l'on peut appeler le gouvernement d'Abdoul Mbaye, mais il y a une dizaine de ministres conseillers et une vingtaine de conseillers techniques à la présidence. Ça ne vous gêne pas? Les 25 ministres membres du gouvernement qui siègent au Conseil des ministres, c'est ça le gouvernement resserré que le président Macky Sall avait promis aux Sénégalais. Un gouvernement resserré de 5 ministres, lesquels 25 ministres sont les seuls à siéger au Conseil des ministres. À ma connaissance, les ministres conseillers qui sont des conseillers techniques affiliés au secrétariat général de la présidence de la République, ainsi que les conseillers spéciaux du président de la République ne font pas partie du gouvernement. Donc ne siègent pas au Conseil des ministres pour contribuer à la prise de décision à l'occasion du Conseil des ministres. Donc on peut toujours considérer que le gouvernement resserré de 25 ministres est là, mais que le président de la République a besoin d'étoffer la présidente de la République, le secrétariat général et son cabinet pour mener, pour pouvoir répondre aux attentes qui ont été les attentes des Sénégalaises et des Sénégalais au cours des 12 dernières années et qui sont des attentes pressantes, aussi bien au plan politique, nous l'avons dit, au plan économique, surtout au plan social et au plan culturel. D'ailleurs, des personnes proches de la présidence s'amusent à comparer en affirmant que Maître Wade avait plus de 100 personnes justement dans son cabinet, mais on peut également leur répondre que Macky Sall est là depuis peu de temps et qu'on verra à quel nombre exactement il arrivera. Toujours pour parler de Macky Sall, cette affaire de la déclaration de patrimoine, est-ce que vous êtes gêné par ce que certains appellent un étalage de richesse dans un pays pauvre? Est-ce que vous êtes gêné par le fait que cette liste de biens ait été publiée dans un journal officiel publié en nombre restreint? Cela non plus ne vous gêne pas? Il faut que nous nous posions les bonnes questions. La bonne question que nous pouvons nous poser est de savoir qu'est-ce qui fait qu'un président élu, depuis la Constitution de janvier 2001, doit faire une déclaration de patrimoine. Un président élu au Sénégal depuis la Constitution de 2001 doit faire une déclaration de patrimoine, c'est l'article 37 de la Constitution qui l'impose à tout nouveau président élu. Le président de la République, Macky Sall, élu le 25 mars, ne pouvait pas déroger à cette disposition constitutionnelle. D'ailleurs, un grand juriste, bien de chez nous, dont il faut saluer l'œuvre monumentale pour vulgariser le droit au Sénégal, Maître Doudou Ndoye avait attiré l'attention du public et du président de la République, nommément sur la nécessité pour lui, après sa prestation de serment, de faire sa déclaration de patrimoine, ce qu'il a fait. Il doit le faire et le déposer au greffe du Conseil constitutionnel, et c'est au Conseil constitutionnel maintenant de le livrer via le journal officiel, un journal auquel d'ailleurs tous les Sénégalais peuvent accéder avec les amplifications que l'on peut attendre de la presse écrite, de la presse en général, tous médias confondus. C'est exactement ce qui s'est passé. Une fois que cela est fait, les Sénégalais sont libres de porter l'appréciation qu'ils estiment la meilleure sur le contenu de cette déclaration de patrimoine. Et il est normal que ça fasse débat. Je suis opposé à celles et à ceux qui disent, parce que ça concerne le nouveau président élu, qu'il serait prêt à en découdre avec quiconque apprécierait les avoirs du président au détour de sa déclaration de patrimoine. Nous sommes dans un pays où les citoyens sont libres. Nous nous sommes battus dans le mouvement du 23 juin pour consacrer cette liberté définitivement au nom de la souveraineté intérieure, ce qui a été soldé par un succès retentissant le 25 mars. Il n'est donc pas acceptable de dire aux Sénégalais, vous n'avez pas le droit, dès lors que ça concerne le nouveau président élu, de porter votre appréciation. Ils le feront librement. Il appartiendra au président de la République, à son entourage, à la communication de la présidence, de rassurer les Sénégalais sur le contenu de cette déclaration de patrimoine. Mais il n'est pas acceptable de dire qu'aux Sénégalais, vous ne pouvez pas en faire l'interprétation que vous voulez.
Vous comprenez quand même l'inquiétude de certains Sénégalais lorsqu'ils se rendent compte que la déclaration en question a été publiée, en tout cas à un volume de tirage plus faible que d'ordinaire dans le journal officiel. Alors, je ne peux pas dire cela parce que je ne peux pas le vérifier. En général, l'un de mes défauts, c'est de dire des choses sur lesquelles je dispose d'éléments patents. Je ne connais pas le volume du tirage. Tout ce que je sais et que vous confirmez, c'est qu'il y a eu bel et bien déclaration de patrimoine conformément à une disposition constitutionnelle, qu'il y a eu bel et bien publication dans le journal officiel, que la presse s'en est saisie et que cela fait débat. Ce débat-là est un bon débat en démocratie. Alors, vous êtes toujours d'ailleurs le porte-parole, l'un des porte-paroles, me disiez-vous tout à l'heure, du M23. Donc, on peut parler un tout petit peu de communication. À l'époque, on disait que Maître Abdoulaye Wade, c'est lui qui aidait les journaux à avoir des unes, parce qu'il avait systématiquement des sorties, il était très souvent à la une. Aujourd'hui, certains observateurs affirment que Macky Sall est dans cette logique du storytelling, une histoire par jour. Et en général, on accuse justement les membres du PDS de vol de voitures, de vol d'objets d'art. Et systématiquement, on jette comme ça une histoire par jour. Comment vous analysez la communication actuelle? Alors, vous soulevez un problème extrêmement intéressant, extrêmement important. Le président Macky Sall, lors de la campagne électorale du premier et du second tour, a fait une promesse importante aux Sénégalais. Nous conduirons l'audit des comptes publics. Nous conduirons l'audit des entreprises publiques et parapubliques dans une perspective de lutte contre la corruption concluante. C'est une promesse électorale. Le président Macky Sall est tenu à respecter, à tenir cette promesse électorale. Cela dit, nous savons quelles sont les instances, les institutions, les structures qui doivent, dans un pays démocratique comme le nôtre, mener l'audit des comptes publics, l'audit des entreprises publiques et parapubliques et également l'audit des personnes physiques qui ont, à un moment donné de leur vie, exercé des fonctions publiques, particulièrement au cours des 12 dernières années. Mais puisqu'on connaît les instances, les institutions, les structures qui doivent mener ça à bien, il faut laisser le soin à ces structures de mener l'audit des comptes publics et de les rendre publics le moment venu. Cela veut dire quoi? Et vous avez raison de le souligner ainsi, de poser le problème en ces termes. Si c'est à compte-gouttes que le public est informé de l'audit des comptes publics, et non pas d'une manière globale à la suite d'une enquête correctement diligentée, évidemment, ça peut faire diversion. Il se trouve que la diversion n'a pas prospéré sous le régime d'Abdoulaye Wade. Cela nous a coûté 12 ans. Je ne pense pas que la diversion pourra nous coûter plus de 12 ans sous Macky Sall. Pourquoi? Parce qu'il a fait le pari sur la rupture et la modernité. Et il est attendu par les Sénégalais sur ces deux chantiers. Alors, attendu par les Sénégalais sur ces chantiers, à propos justement de ce qui pourrait être un moyen de savoir comment est-ce que la fortune publique a été gérée. L'on a entendu cette signature de décret portant création, en tout cas réanimant, si l'on peut dire, la Cour de lutte contre l'enrichissement illicite. Et lorsque ce décret a été signé, des voix se sont élevées pour affirmer que Macky Sall, justement, a outrepassé ses prérogatives et qu'il n'aurait pas dû, justement, signer ce décret. Quel décret portant en tout cas création de la Cour, de nomination plutôt des membres de la Cour de lutte contre l'enrichissement illicite. À ma connaissance, le président Macky Sall n'a pas posé d'acte qui ne soit pas conforme à une loi antérieure à l'avènement de la seconde alternance, qui le consacre comme président de la République. La loi remonte à 1981. Maître Doudou Ndoye, encore une fois, dont il faut saluer toute la production dans le domaine juridique pour vulgariser le droit et permettre aux Sénégalais de connaître leurs droits et leurs devoirs, vient de faire une réflexion quant à la pertinence de cette fameuse cour de répression de l'enrichissement illicite. Donc, il me semble normal que l'actuel président de la République rebondisse sur une loi de 1981 pour réprimer, une fois que cela est avéré, que les enquêtes ont été faites, que l'instruction a déterminé telle voie ou telle autre voie, de procéder à la répression de l'enrichissement illicite. Cela dit, il faut que les juristes s'en mêlent, des juristes comme Doudou Ndoye doivent s'en mêler, pour que les décisions prises au plus haut niveau, et c'est ça le rôle du conseil technique,
les décisions prises au plus haut niveau ne puissent pas être attaquées très facilement par n'importe qui. Parce que si les décisions prises au plus haut niveau pouvaient être attaquées par n'importe qui, ça veut dire que ces décisions ont été prises à l'emporte-pièce. Et nous ne serions pas dans la rupture et dans la modernité pour lesquelles les Sénégalais ont massivement voté, 7 Sénégalais sur 10 portant le président Macky Sall à la tête de la magistrature suprême. Alors, vous avez, il y a quelque temps, annoncé que vous ralliez l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall. Certains vous ont accusé de trahir votre propre combat. Oui. Est-ce que finalement, vous ne commencez pas à ressembler justement aux personnes que vous critiquiez? Très bien. L'appréhension des Sénégalaises quant à ma décision d'aller militer à l'Alliance pour la République est une appréhension légitime. Ils ont le droit de se poser des questions parce qu'ils ont un certain recul. Ils ne sont pas dans le présentisme. Autrement dit, ils ne coupent pas l'actualité, le présent, de sa dimension historique. J'ai une histoire et ils interrogent mon histoire. Ils ont bien fait de poser des questions en ce terme, y compris de porter des accusations sur ma personne. Cela dit, je n'ai pas rompu avec la production intellectuelle, je n'ai pas non plus rompu avec les combats politiques. Mon combat politique va désormais se poursuivre dans le champ politique, pour une raison et une seule. La raison est celle-ci. Avec le recul, en dehors du champ politique, j'ai observé ma société politique. Et je me suis rendu compte que la criminalisation de la politique a fait que des hommes et des femmes non faits pour la vie politique se mêlent de vie politique et même dirigent la cité, avec toutes les conséquences qui nous ont valu d'ailleurs, et heureusement, une seconde alternance le 25 mars. Qu'est-ce que Abdoulaziz Diop vient donc faire dans la politique? Contribuer à la changer. Il serait prétentieux de ma part de dire que j'y viens pour changer la politique. Je viens pour contribuer à changer la politique. Dans quel but? Dans le but de permettre, avec d'autres, des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, de substituer à la démocratie électorale dans laquelle nous sommes empêtrés, qui est une démocratie qui ne conforte que la confrontation des hommes, passer de cette démocratie électorale à la démocratie apaisée, qui a pour signe distinctif cette démocratie apaisée, la confrontation des projets. Pouvons-nous y contribuer? Je pense que je peux y contribuer parce que je me mêle de politique avec la rationalité de quelqu'un qui a été formé pour lire la vie politique, le jeu politique et apporter à ce jeu politique la contribution qualitative qu'il espère pouvoir apporter. Je ne trouve pas meilleur réceptacle qu'un parti présidentiel. Non pas parce que le parti présidentiel offre des prébendes et des sinécures, des strapontins, mais parce que le parti présidentiel a une vocation. Quelle est sa vocation? Dans la perspective d'un passage d'une démocratie électorale, confrontation des hommes, à une démocratie apaisée, confrontation des projets, le rôle du parti présidentiel est d'initier et d'impulser un mouvement d'idées à partir sur lequel vont venir se greffer toutes les velléités d'opposition, toutes les divergences et les concordances avec le programme gouvernemental, avec le projet du président de la République. À partir de ce moment, nous pouvons avoir la garantie qu'au cours des 5 prochaines années, la prochaine confrontation ne sera pas une confrontation d'hommes et de femmes, mais une confrontation de projets, d'où le Sénégal sortirait grandi. Alors, n'avez-vous pas l'impression qu'aujourd'hui, vos anciens adversaires du Parti démocratique sénégalais doivent bien en rire, eux qui vous disaient à l'époque, soit vous êtes dans le champ politique, soit vous êtes dans la société civile. Alors, et dans la charte de gouvernance démocratique, justement, il était question, dans cette charte, d'encourager les candidatures indépendantes à toutes les élections. C'est marqué noir sur blanc. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans la logique du document pour lequel vous vous êtes battu? Pourquoi est-ce que vous venez aujourd'hui dans la scène politique? Alors, je me suis expliqué pourquoi je viens dans la scène politique. C'est pour contribuer à faire passer notre démocratie électorale, qui est une démocratie de confrontation des hommes et des femmes, à une démocratie apaisée qui ne consacre qu'une chose, la confrontation des projets. Je crois pouvoir apporter quelque chose à un projet politique viable. Il se trouve que mon passé est enchâssé dans l'idée de République. J'ai choisi la République en octobre 2003 en publiant mon fameux recueil. Il n'est donc pas étonnant que je me retrouve dans les desiderata d'une alliance pour la République. Une fois, histoire de conforter par l'action politique une option républicaine antérieure
à mon militantisme nouveau. Donc, ce n'est pas, vous avez défendu la participation à les candidatures indépendantes. Vous ne trouvez pas contradictoire de rejoindre le champ politique? Non, je ne trouve pas du tout contradictoire de rejoindre le champ politique. Si la politique est une activité criminelle, elle ne m'intéresse pas. Je ne veux pas qu'elle soit perçue comme une activité criminelle, mais comme une activité permettant, dès lors qu'on fait de la politique, de pouvoir faire avancer le pays au plan politique, au plan économique, au plan social, au plan culturel. Je pense pouvoir y contribuer en restant fidèle à l'idée que je me fais de la République, dans une alliance pour la République, nourrie, nantie de la rationalité que j'ai pris la peine d'aller acquérir à l'école doctorale régionale africaine de droit et des sciences politiques. Une alliance pour la République, d'ailleurs, dont le président ne devrait pas cumuler sa charge de chef d'État à sa charge de secrétaire général du parti. Là également, c'est dans la charte de gouvernance démocratique. C'est une excellente question. J'ai dit au passage que je faisais partie des conseillers politiques du président Macky Sall lors de la campagne électorale. Et je faisais partie, y compris parmi ces conseillers, forts du point de vue d'ailleurs des jeunes militants de l'Alliance pour la République, de ceux qui disaient au président Macky Sall, une fois que vous êtes élu président de la République, trouvez un moyen de concéder le parti à d'autres pour qu'il continue le combat. C'est là où les choses sont intéressantes. Le président Macky Sall peut, 2 ou 3 mois après son élection, éprouver des difficultés à abandonner la direction du parti. Il va garder la direction du parti. Mais une fois qu'il garde la direction du parti, il faut qu'il se donne les moyens de se délester du parti, de la direction du parti, pour pouvoir prendre à bras le corps les attentes des Sénégalais dans les différents domaines que sont la politique, l'économie, le social et le culturel. De quelle manière va-t-il y parvenir? Il va y parvenir d'une manière très simple. Il faut qu'il prenne bien conscience que le parti présidentiel, encore une fois, je le redis, sa vocation est d'initier et d'impulser les grands débats qui traversent notre société. Dès lors que le parti entre d'autres mains, qui initie et impulse le débat, et que l'information remonte jusqu'à la présidence de la République, avec l'assistance des conseillers techniques, y compris des conseillers politiques, le président Macky Sall aura les coups de franche pour prendre les bonnes décisions politiques. Et sera en permanence en contact avec son parti via les nouveaux dirigeants qui vont lui répercuter la vie du parti, vie qu'il peut vérifier sur le terrain au détour de ses visites à l'intérieur du pays. C'est la raison pour laquelle je suis des citoyens qui l'encouragent à privilégier les visites à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays pour prendre le pouls du pays et prendre à bras le corps les besoins pour lesquels les Sénégalais, l'ont élu. Au nombre de 7 sur 10, l'ont préféré à un autre candidat. Lui qui a été numéro 2 du Parti démocratique sénégalais et qui a subi le sort traditionnellement réservé au numéro 2, il paraît qu'en politique, en vraie politique, le pouvoir ne se partage pas. Vous pensez vraiment qu'il va courir ce risque? En vraie politique, le pouvoir ne se partage pas. Il se délègue. Vous avez parfaitement raison de dire qu'il ne se partage pas, il se délègue. Il se trouve, et ça me paraît flatteur, que vous étiez l'un de mes étudiants en analyse de contenu du discours politique, où nous apprenions en classe que la relation de pouvoir, elle est transitive. Elle est transitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous exercez un acte de pouvoir si une entité A exerce un acte de pouvoir sur une entité B, et une entité B sur une entité C, c'est que l'entité A peut exercer le même acte de pouvoir sur l'entité C. C'est ce qui conforte la délégation du pouvoir. Donc le président Macky Sall peut déléguer la direction de son parti aux hommes et aux femmes à qui il a confiance, qui vont prendre à bras le corps par l'initiation et l'impulsion les débats qui traversent la société pour que ce qui sort de ces débats-là puisse remonter jusqu'à la présidence de la République. Avec les conseillers techniques, les décisions politiques qu'il prendra seront de bonnes décisions politiques qui peuvent même déboucher sur de bonnes lois ratifiées par la nouvelle Assemblée nationale. Voilà la démarche rationnelle. Et voilà vers quoi nous poussons le président Macky Sall. Alors, nous terminons avec l'alternance en France, si l'on peut dire ainsi. François Hollande s'est installé au palais de l'Élysée. Vous n'étiez pas vraiment un fan de Nicolas Sarkozy. Je suppose que vous êtes plutôt heureux. Qu'est-ce que vous aurez très heureux que Nicolas Sarkozy soit battu, parce que à mon avis, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle parce que ne perdons pas de vue une chose. Nous sommes au Sénégal, mais nous sommes dans le monde. Et ce qui se passe en Europe nous interpelle au premier degré, pour une raison très simple. Nous interpelle au plus haut niveau. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne faut jamais penser que la cuisine
franco-allemande est une cuisine qui s'arrête à l'Europe et qui ne transcende pas nos frontières. C'est stupide de le penser pour une raison très simple, c'est que tout le monde connaît la coopération étroite qu'un pays comme le nôtre a avec l'Union européenne. Or, que s'est-il passé? En réalité, qu'est-ce qui a fait la victoire de François Hollande? Je le précise en passant, une véritable performance politique. Quand on regarde les résultats au second tour, les résultats seraient serrés, l'écart serait étroit. Non, c'est 1 200 000 voix de plus pour François Hollande. Une véritable performance politique pour quelqu'un qui s'intéresse à la configuration politique en France. Quel était le point de divergence? Il faut faire de la croissance en France et en Europe pour espérer créer les emplois dont les Européens ont besoin, particulièrement en Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne. L'austérité n'a pas fait ses preuves. Mais pour faire de la croissance, il faut injecter de l'argent dans l'économie. D'où peut provenir l'argent? De la Banque centrale européenne. Mais à condition que la Banque centrale européenne prête directement aux États et non pas aux banques commerciales qui vont prêter aux États avec des taux. Si la Banque centrale européenne prête aux entreprises à 1% ou 2%, aux banques à 1 ou 2%, les banques vont prêter aux États à 6, 7, voire 10 ou 13%. Ça n'est pas acceptable. On ne peut pas faire de la croissance avec un tel endettement. D'où la nécessité pour le camp socialiste, amené par François Hollande, de consacrer une banque centrale européenne qui prête directement aux États à un taux acceptable, capable de créer le surplus dont l'Europe a besoin en termes de croissance afin de pouvoir résorber le chômage. De l'autre côté, Nicolas Sarkozy, on dit on laisse la Banque centrale européenne prêter aux banques commerciales qui vont prêter aux États à des taux insupportables. Et pour faire de la croissance, il faut plutôt consacrer la compétitivité des entreprises par la déréglementation du travail, ce qui peut déboucher sur des licenciements. Donc, François Hollande dit de l'emploi par la croissance, y compris par l'injection d'argent par la Banque centrale européenne. Nicolas Sarkozy privilégie la compétitivité des entreprises avec la déréglementation du travail. Hollande veut sortir de la crise, mais de manière juste pour les Français et les Européens. Nicolas Sarkozy faut sortir de la crise tout en creusant le fossé entre les riches et les pauvres. Moi, je suis du côté de celui qui veut sortir de la crise par la croissance, y compris appuyée par la Banque centrale européenne, puisqu'on peut transposer cette affaire chez nous en Afrique, et en consacrant, en résorbant les inégalités sociales. Toute chose d'ailleurs qui figure dans le programme de Macky Sall. L'un des points essentiels, parmi les 5 points essentiels du programme Yoonu Yokkute, le chemin du véritable développement, c'est la lutte contre les injustices sociales. Je ne vois pas donc pourquoi le président Macky Sall serait à contre-courant de celui qui, en France, au détour d'une élection présidentielle, veut lutter également contre les injustices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même son de cloche est une nouvelle perspective pour la coopération entre la France et le Sénégal. Alors, nous prenons le temps de regarder justement les actes qui seront posés par les deux hommes d'État et l'on pourra dire dans quelques mois si l'histoire vous donne raison. Merci à vous, M. Abdoulaziz Diop. C'est à moi de vous remercier. Voilà, vous suiviez l'invité de la rédaction sur Africa 7, notre invité, le porte-parole du M23, Abdoulaziz Diop. Il est également enseignant en sciences politiques. Il est passionné, vous avez pu le constater dans ce programme qui s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Retrouvons-nous bientôt avec un autre invité de la rédaction sur Africa 7.